que la question elle soit claire, c'est pourquoi faut-il réviser, renouveler, on met le mot qu'on veut, changer, voilà, la Constitution actuelle. Je pense que la Constitution actuelle souffre d'un défaut, je dirais, congénital et irrémédiable, c'est qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas cohérente. Donc, il y a un critère, disons, d'imprécision, plutôt que de clarté, d'imprécision. Il y a énormément de choses qui sont écrites dans la Constitution qui ne sont pas précises. Alors, à partir du moment où la Constitution est une table de la loi, qu'elle guide en quelque sorte toutes les règles coercitives qui vont être écrites et qui doivent être dans l'esprit de ce qui est écrit dans la Constitution, et que ce qui est écrit en tant que guide à l'ensemble du corpus législatif, coercitif, n'est pas précis, on a un gros problème. C'est la première grosse carence de la Constitution actuelle. Et la deuxième grosse carence, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que non seulement il y a des articles ou des parties d'articles, comme je viens de le dire, qui ne sont pas précises, c'est-à-dire qu'elles peuvent être polysémiques dans l'interprétation de la syntaxe, eh bien, il y a nombre d'incohérences, à savoir qu'il y a des parties de certains articles qui contredisent des parties d'autres articles. Il y a des incohérences internes et des incohérences externes. Les incohérences internes, c'est à l'intérieur même de la Constitution, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'un des quatre, ou de chacun des quatre textes constituant le bloc constitutionnel, à savoir la Constitution proprement dite de 1958, du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de septembre 1789, parce qu'il y en a eu plusieurs de DHC, mais c'est celle de septembre 1789 que le gouvernement de Pompidou a annexée à la Constitution. Le préambule à la Constitution de 1948, qui a été la 4e République, qui a été conservé lors de la création de la 5e République, et puis la Charte de l'environnement, qui a été annexée par Chirac en 2005, quelque chose comme ça. Bon. Eh bien, il y a des contradictions entre certains articles qu'on va prendre là et d'autres articles qu'on va prendre là. Contradictions internes au bloc constitutionnel. Et puis, il y a des contradictions entre ce qui est écrit de la Constitution et puis dans ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire dans le bloc de l'ensemble des 140 000 règles coercitives qui sont énumérées dans les 74 codes juridiques du corpus législatif français. Alors, ça, c'est extrêmement factuel, parce que si on fait un audit approfondi de la Constitution et du corpus législatif français, on va pouvoir pointer une par une ces incohérences. À savoir, il est écrit ça dans la loi du temps, mais, mais c'est incohérent avec ce qui est écrit dans l'article 30 de la Constitution. Donc, c'est pour ces deux raisons. Alors, ces deux raisons, imprécision et incohérence, elles sont différentes, elles peuvent elles se rassemblent dans un contexte global qui est de la rigueur. Ça veut dire qu'on a une Constitution qui n'a pas de rigueur, qui n'est pas rigoureuse. Alors, il est bien évident que la qualité première d'une Constitution, attention, je ne parle pas du fond, je ne parle pas de l'idéologie qu'il y a dans la Constitution, je ne parle que de la forme. Eh bien, on peut s'attendre, nonobstant quelque idéologie qui soit véhiculée à l'intérieur de la Constitution, on peut s'attendre à ce qu'une Constitution ce soit rigoureuse. Or, elle n'est pas rigoureuse. Elle n'est pas rigoureuse parce que les deux normes qui, à mon sens, déterminent la rigueur, c'est la précision et la cohérence. Eh bien, on va pouvoir la mettre en défaut sur chacune de ces deux normes. Vas-y, Christian. Alors, c'est très intéressant, hein, on rentre dans le vif du sujet. L'abstention. Alors, l'abstention, on pense ce qu'on vient de l'abstention, mais ça n'est qu'une externalité négative du défaut originel de la Constitution et de tout le mode politique qui en découle. Alors, je m'inscris un petit peu en faux lorsque tu dis que l'abstention est liée
à la perte de cohérence. Enfin, tu dis que l'abstention est liée au fait que la Constitution est incohérente. Je ne pense pas. Disons que l'électeur moyen n'a absolument aucune notion de ce qui est écrit dans la Constitution. Bon. Et donc, le fait que peut-être le gouvernement fasse des choses incohérentes, c'est très, très distinct de l'incohérence de la Constitution. Moi, quand je parle d'incohérence de la Constitution, c'est quelque chose d'extrêmement factuel. C'est-à-dire quelque chose qui est écrit à un endroit, hein, et qui est cohérent avec quelque chose qui est écrit à un autre endroit. Ça, le lecteur moyen n'a absolument aucunement conscience. Bon. Lorsque tu dis que il y a eu un certain nombre de modifications, de révisions constitutionnelles depuis le 4 octobre 1958. Bon, c'est vrai, il n'y en a pas eu tant que ça, c'est vrai. Et qu'elle a perdu en cohérence. Non. Les modifications constitutionnelles, ce n'est pas les modifications constitutionnelles successives depuis le 4 octobre 1958 qui ont amené de l'incohérence. L'incohérence, c'est une question grammaticale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est écrit, qui est cohérent, et quelque chose qui est écrit ailleurs. L'imprécision, c'est quelque chose de grammatical. Ça veut dire qu'on énonce quelque chose qui n'est pas clair. Bon, ça, c'est, en fait, on pourrait croire que c'est une incompétence, finalement, du rédacteur constitutionnel. Pas du tout. Ce n'est pas une incompétence, c'est voulu. C'est voulu pourquoi? C'est pour conférer à la Constitution un caractère arbitraire. À partir du moment où une constitution n'est pas précise, n'est pas claire, à partir du moment où une constitution n'est pas précise, on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc on peut faire n'importe quoi. Bon. À partir du moment où il y a des choses qui sont incohérentes dans une constitution, ça veut dire qu'on peut prendre un article en disant, vous voyez, c'est écrit ça que j'ai le droit de le faire, donc je le fais. Ah oui, mais il se trouve que c'est incohérent avec un truc qui est plus haut. Mais bon, les lecteurs moyens ne le savent pas. Voilà. Bon. C'est donc ce vice interne voulu par le rédacteur bourgeois. Hein. Finalement, on parle de la Constitution du 4 octobre 1958, mais il y a assez peu de différence entre cette Constitution-là et puis la première Constitution, la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. Elles ont toujours été écrites par des rédacteurs bourgeois qui avaient avant tout le souci d'écrire des choses pas trop impliquantes, c'est-à-dire finalement pas claires, afin qu'on puisse leur faire dire ce qu'on veut, c'est-à-dire éventuellement une chose à son contraire, au moment voulu. La seule constitution, disons, qui était, de ce point de vue, vertueuse et sublime, c'est la constitution montagnarde de 1793. Depuis, il n'y en a eu strictement aucune. Bon. Donc, voilà ce que je peux dire sur la relation entre la cohérence et l'abstention. Maintenant, on a soulevé les problèmes qui, en fait, à mon sens, ça va être la base de tout notre travail. C'est, lorsque Guillaume dit la Constitution, son défaut principal, c'est surtout qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle n'a pas été écrite par le peuple. Et puis, Richard dit aussi, d'ailleurs Guillaume le dit aussi, parle du contenu de la Constitution. Vous avez parlé tous les deux du contenu, à savoir qu'il y a des choses qui sont écrites, c'est pas bien parce que ça génère ceci, ça génère notamment au bout du compte de l'abstention. Vous parlez du fond, vous parlez de l'idéologie qu'il y a dedans. Moi, je n'en ai pas parlé, attendez, attention, je n'en ai pas encore parlé. Ça veut dire que, déjà, je fais un procès de la Constitution sans qu'on puisse me taxer au préalable d'idéologisme. Je fais un procès de la Constitution simplement d'un point de vue technique. C'est-à-dire votre truc, il est mal écrit. Quoi que ce soit qui est à l'intérieur, de toute façon, c'est mal écrit. Bon. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trois questions importantes. C'est qui, quoi et comment. Qui, c'est qui écrit la Constitution? Qui écrit la Constitution? Alors, lorsque j'entends dire par Guillaume une phrase que j'ai déjà entendue 1000 fois, c'est-à-dire que la Constitution doit être écrite par le peuple, bon, voilà un bien beau sujet de conversation. Hein, voilà, bien beau sujet. Ensuite, quoi écrire? Alors là, on est dans l'idéologie. Dire quoi écrire? Et là se pose la question, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans notre Constitution? Est-ce qu'il doit y avoir de l'idéologie ou pas? Parce qu'on peut très bien imaginer un système politique avec une Constitution qui est purement procédurielle.
Alors, c'est le distinguo que je fais entre deux natures de constitution qui peuvent éventuellement avoir des porosités entre elles et faire un mix. Bon. C'est les constitutions de nature procédurielle et les constitutions de nature principielle. Et les constitutions de nature procédurielle, elles vont simplement expliquer, et là je reviens sur quelque chose qu'a dit Richard, une constitution, c'est fait pour que les électeurs, alors bon, constitution, c'est fait à l'attention des électeurs. Bon, je pense que c'est fait à l'attention des citoyens. Enfin, bon. Restons sur cette idée qu'une constitution est un outil, une espèce de boîte à outils, de memento pour l'électeur, afin de savoir comment il va fabriquer son gouvernement. C'est ce qu'a dit Richard. Bon, ça veut dire qu'on parle uniquement de procédure. Ça, c'est une constitution procédurière. Une constitution principielle, c'est une constitution qui va écrire des principes. Dans quel but elle va écrire des principes? Elle va écrire des principes pour borner la loi. C'est-à-dire pour dire, attention, bon, voilà, on a tel principe. Par exemple, la liberté d'expression est absolue, on peut pas la limiter. Bon, voilà, si c'est écrit dans la Constitution et qu'il n'y a pas de virgule après, en disant, bon, on y viendra sans doute, c'est la plaisanterie marxienne que tu connais bien, Richard, hein, la vieille plaisanterie. Eh bien, à ce moment-là, c'est très clair, Bon. Donc, il y a les constitutions principielles et les constitutions procédurales. Laquelle faut-il? Voilà, question. Si on dit on veut renouveler la Constitution, il faut savoir si on veut une Constitution uniquement principielle, une Constitution uniquement procédurielle ou un mix des deux. Tout en sachant que on peut très bien imaginer une collectivité qui ne va fonctionner qu'avec une Constitution principielle, auquel cas, à la limite, il n'y a même pas besoin de corpus juridique derrière. C'est le système judiciaire qui va trancher en disant « Ah ben, ça c'est écrit dans la Constitution, donc on n'a pas le droit de faire. » Bon, voilà. Ou bien une Constitution uniquement procédurielle, et à ce moment, c'est la loi. C'est la loi qui est totalement libre de faire absolument ce qu'il veut. Et le troisième volet, c'est le comment. Hein? Donc, qui écrit la Constitution? Ça, c'est une question, c'est un débat génial. Quoi écrire dans la Constitution? Est-ce qu'il doit y avoir de l'idéologie dedans? C'est pas évident. Et comment l'écrire? Ben là, je reviens à ma syntaxe. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier dans la Constitution, il y a un problème de syntaxe. La Constitution, si elle n'est pas lisible, hein, si soit elle est... Parce que j'ai parlé d'imprécision et d'incohérence, mais je n'ai pas parlé aussi de non-clarté. Alors, la clarté et la précision, c'est deux choses un petit peu différentes. La clarté, c'est je ne comprends pas ce qui est écrit. J'ai quelques exemples, on y viendra peut-être. Je ne comprends pas ce qui est écrit. La précision, c'est je comprends ce qui est écrit, mais ce n'est pas précis. Voilà. Donc, qui, quoi, comment. Très bien. Christian, est-ce que une constitution précise et cohérente, quel que soit le contenu, te satisferait, ou est-ce que cette seule question-là ne se suffit pas? Alors, c'est un minimum vital. C'est comme en maths, c'est conditions nécessaires mais pas suffisantes. D'accord. Parce que... C'est-à-dire que si nous, on réécrit une constitution, parce qu'effectivement, au niveau de l'idéologie, si on pense qu'il faut écrire une constitution dans laquelle il y a de l'idéologie, hein, ça faut déjà trancher. Bon, mais supposons que nous ayons débattu de ça, et qu'on tranche, on dit qu'il faut mettre de l'idéologie dans la Constitution, ça ne nous exonère pas d'écrire des choses qui soient cohérentes et précises. Claires, précises et cohérentes. Ok. Deuxièmement, exemple, est-ce que tu peux nous donner des exemples de constitutions procédurielles? Ça existe, ça, ou pas? Quel pays, par exemple? Alors, ça, c'est une excellente question. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais c'est un travail. On avait d'ailleurs abordé avec Richard, on avait dit qu'il faudrait étudier toutes les constitutions qui existent. Alors, je pense, et bon, je ne pense pas être contredit en disant ça, en disant ce que je vais dire,
c'est que quand même, toutes les constitutions aujourd'hui, sur la planète, il y a une pensée unique, hein, il y a les capitalisme 306, oligocratique, etc. Et bon, toutes les constitutions vont être voisines, cousines, les unes des autres, c'est-à-dire avec un petit peu d'idéologie dedans, un peu de procédure, enfin bon. Maintenant, est-ce qu'il existe quelque part une constitution qui soit uniquement procédurielle, c'est-à-dire, comme dit Richard, uniquement une constitution qui te dit comment on vote pour fabriquer le gouvernement, la cuisine électorale, et puis on s'en tient là. Bon. Est-ce que ça existe? Bon, je dirais, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les constitutions sont quand même toujours issues d'un groupe dominant qui va quand même faire en sorte de couler dans le marbre deux ou trois idées, même si elles sont polysémiques. Mais enfin, mettre des principes dans la Constitution, si possible des principes pas bien limpides, afin qu'on puisse le faire dire au moment voulu, ça ou ça. Mais dire, vous voyez, quand même, il y a un principe de la Constitution, on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est écrit dans la Constitution. Voilà, donc je ne pense pas. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'il existe des constitutions uniquement principielles? La réponse est oui. Il y en a eu en tout cas. Par exemple, la Magna Carta anglaise, c'est une constitution principielle. C'est-à-dire qu'il y a des principes, des grands principes. Alors, c'est plus ou moins écrit, hein, c'est plus ou moins du droit coutumier, mais ça, c'est très intéressant d'imaginer une société où on a uniquement une constitution principielle et ensuite, on n'a pas besoin de loi, finalement. C'est-à-dire que c'est le système judiciaire qui lorsqu'il y a un conflit, on va faire ça, mais bon, non, regardez ce qui est écrit dans la Constitution, ce que vous avez fait, c'est pas comment il y a besoin d'une loi précise. Alors, voilà, c'est un débat extrêmement large et très intéressant. Quand je commence à entendre quelqu'un qui dit une bonne constitution, je commence à être inquiet. Une bonne constitution, qu'est-ce que c'est qu'une bonne constitution? Ça contredit d'ailleurs ce qu'a dit Guillaume. Une constitution, il faut qu'elle soit légitime, c'est tout. Bon, une constitution, elle est écrite par, alors, débat, par qui, je ne sais pas. Guillaume dit par le peuple, ok. En tout cas, la constitution doit être légitime. On ne sait pas si elle doit être bonne. Elle doit être légitime. Alors, et je dirais, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne constitution. Je sais ce que c'est qu'une constitution légitime, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne constitution. Mais c'est quand même intéressant à creuser. Parce que quand je dis je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne constitution, ça veut dire je ne veux pas être subjectif. J'essaye de n'être qu'objectif. Peut-on mettre de l'objectivité dans le mot bon? A priori, non. Moi, je pense que oui. En deuxième analyse, oui. Oui, justement, et c'est Richard qui a donné les clés. Il a dit, c'est bon si il n'y a pas d'arbitraire. Alors, je fais un petit correctif, de mon point de vue, il ne s'agit pas de chasser l'arbitraire. Il s'agit de le rendre impossible. Ça, c'est comme pour le capitalisme. Lorsqu'on dit, le capitalisme, il faut l'éradiquer, il faut l'empêcher. Non, non, il faut faire en sorte qu'il ne puisse pas exister. Bon, c'est ce que nous, on a fait dans le programme pour une société de la précroissance. On a écrit des règles pour que le capitalisme ne puisse pas exister. Et même, c'est même pire, on a abrogé les règles qui lui permettent d'exister. Bon, un autre débat, si vous intéresse, on pourrait l'avoir. Donc, il ne s'agit pas de chasser l'arbitraire, il s'agit que l'arbitraire ne puisse pas s'exercer de par la lecture de la Constitution. Et on en revient sur ce que j'ai dit. Bon, si une Constitution, elle est précise et cohérente, elle ne sera pas arbitraire. Elle sera peut-être qu'elle ne te plaira pas du tout. Ce qui aura écrit, ce sera... Parce que l'arbitraire, c'est je fais dire ce que je veux. Alors, l'arbitraire sans Constitution, c'est l'État, c'est moi. Voilà. Je suis Louis Capet, hein, et je dis, je fais. Bon, c'est l'arbitraire. Et puis, il y a l'arbitraire un peu plus intelligent, hein, disons des successeurs de Emmanuel Joseph Sieyès, qui ont dit on va écrire une constitution, parce qu'elle ne sera plus arbitraire. Bon, comme ils étaient très intelligents, les gens de 1789 étaient d'une intelligence, c'est hallucinant de voir la production intellectuelle de ces mecs-là pendant 4 ans. Hein.
Bon, on en reste baba. Eh bien, donc ils ont dit on va écrire une constitution, mais elle sera presque plus arbitraire que la féodalité. Donc c'est ça le problème. L'arbitraire, il est contenu dans la grammaire, dans la syntaxe de la Constitution. C'est pas dans ce qu'elle dit, puisqu'elle ne dit rien. La Constitution, elle ne dit rien. Bon. Donc, effectivement, non, il faut que la Constitution ne puisse pas. La Constitution, c'est faite pour qu'on la lise, pour qu'on l'exécute. Il faut que ça ne puisse pas déboucher sur l'arbitraire. Et là, du coup, on a un critère objectif qui fait qu'on va pouvoir donner une définition d'une bonne constitution. Une bonne constitution, c'est une constitution qui rend impossible l'arbitraire. Et puis, Guillaume, toi tu as dit, une bonne constitution, faut qu'il y ait les deux pans, qu'elle mixe le procéduriel et le principiel. Bon, là, je crois que tous les avis sont dans la nature. Je partage ton avis. Mais je partage ton avis et donc je me battrai pour que ça devienne un avis majoritaire, et la majorité étant le truc démocratique, à mon avis, que ça aboutisse. Mais je peux très bien concevoir qu'on dise non, il faut qu'il n'y ait que de la procédure ou que du principe. Voilà. Mais je ne peux pas dire que là, pour le coup, c'est une inclinaison que j'ai, que tu as, et on ne peut pas mettre ça dans le bon. C'est bon s'il y a les deux pans. Non, c'est bon, oui, c'est bon si ça empêche l'arbitraire. Mais est-ce qu'il faut alors, bon, on peut le dire, pourquoi pas, parce qu'après tout, il faut bien qu'on se mouille. On peut dire une bonne constitution, c'est une constitution qui contient à la fois les procédures et des principes, et une bonne constitution, c'est une constitution qui, quand on la lit, eh ben, on ne peut pas être arbitraire. Alors, ce que j'ai noté, une bonne, entre guillemets, constitution est précise, cohérente, rend l'arbitraire impossible et éventuellement a un volet procéduriel et un volet principiel. Mais ça, c'est à la limite, je ne sais pas s'il faut le garder, mais en tout cas, voilà. Une bonne dans le sens de, pas dans un sens moral, mais dans un sens pratique, fonctionnel peut-être. Non, dans le sens à nous. C'est le théorème qu'on énonce. D'accord. Impossibilité d'arbitraire, cohérence et précision. Alors, mettre l'arbitraire, c'est pléonastique. Hein. À partir du moment où on a dit que la Constitution, ça doit être les articles. La Constitution est nucléaire. Les articles de la Constitution doivent être clairs, précis et cohérents entre eux. C'est ça qui empêche l'arbitraire. Pas forcément. Si. Ah si. Parce que tu peux être tout à fait précis et cohérent et avoir une constitution absolument arbitraire. Une cour de roi qui dit on énumère très précisément quels sont les pouvoirs du roi de façon cohérente entre les articles, et tu instaures l'arbitraire. Tu peux faire ça aussi. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut qu'on définisse le mot arbitraire. Oui. Dans arbitraire, il y a le mot arbitre. L'arbitre, au foot, les gars, bon, il est hors jeu, il n'est pas hors jeu. L'arbitre, il dit, il est hors jeu. Bon, maintenant, il y a le VAR, il y a la vidéo. Admettons avant la vidéo. Bon, il arbitre. C'est lui qui dit, le gars, il est hors jeu ou pas hors jeu. Voilà. Et puis, ça s'applique de façon coercitive. Boum. C'est ça l'arbitraire. L'arbitraire, c'est qu'il y a une règle, mais il y a un arbitre qui peut transgresser la règle de son propre chef. C'est ça l'arbitraire. Bon. Donc, quand il n'y a pas de constitution, bon, là on n'en parlait pas, c'est arbitraire, puisque tout le monde a convenu qu'il y avait une seule personne. Là, il n'y a même pas besoin de... Là, disons, c'est un arbitre, il n'y a pas de règle. Donc, il fait son jeu, il n'y a pas de règle, il fait ce qu'il veut. Bon, à partir du moment où il y a des règles et un arbitre, ça veut dire que l'arbitre est là pour tout simplement appliquer la règle. Il n'a aucune latitude, l'arbitre.
appliquer la loi, c'est la différence qu'il y a entre le législatif et l'exécutif. La confusion, alors bon, j'ai beaucoup écrit sur la confusion répandue entre le pouvoir, enfin la notion du pouvoir législatif et la notion du pouvoir exécutif. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que l'arbitre, il ne peut pas interpréter la loi. C'est parce que la loi, elle est bien écrite. Si la loi est bien écrite, il ne fait l'arbitre, c'est pas un arbitre, c'est un exécutant. Il exécute ce qui est écrit. Mais à partir du moment où ce qui est écrit n'est pas clair, eh bien, on a besoin d'un arbitre pour dire, à mon avis, vu ce qui est écrit et vu ce que vous avez fait, moi je pense que ça rentre dans le cadre de la loi ou pas. Bon, arbitraire. Et l'arbitraire, il existe parce que ce qui est écrit n'est pas précis. Et tout le droit français est comme ça. Prenons le code pénal. Bon, le code pénal, pour n'importe quel délit, il y a une marge. En fonction de ceci, de ceci, de ceci, de cela, voilà, on va évaluer le préjudice en fonction de tout un tas de trucs subjectifs. Bon. C'est l'arbitraire. C'est qu'il y a un arbitre qui arbitre. Bon. Alors, l'arbitraire, est-ce qu'il est mieux s'il y a un jury ou si c'est un fonctionnaire qui arbitre? Bon, après ça, c'est encore un autre débat. Et si dans le cadre de la philosophie du droit pénal, on a deux écoles qui s'affrontent. Ce qu'on appelle l'automaticité des peines. Hein. Il y a un certain nombre d'avocats qui disent l'automaticité des peines, une peine, bon ben voilà, il y a un homicide volontaire, boum, c'est temps, terminé. Je veux savoir si elle fait ça. Bon. Et puis, il y a, disons, ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire on tient compte non pas de l'infraction, on tient compte de la personnalité de celui qui a fait une infraction. Et on va... voilà. Bon, ça, c'est l'illustration ça ouvrirait un autre débat extrêmement intéressant. Mais l'illustration que j'en fais, c'est pour cerner cette notion d'arbitraire. L'arbitraire, c'est lorsque je suis en charge d'exécuter la Constitution, je suis le pouvoir exécutif, j'exécute la Constitution, qu'a écrit le pouvoir législatif, mais comme il s'est écrit à peu près n'importe quoi, eh ben, je fais ce que je veux, c'est arbitraire. Et donc, si le rédacteur de la Constitution écrit des trucs précis, bon, il n'y a pas d'arbitraire possible. Prenons l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la liberté d'expression est garantie et totale, virgule, sauf les cas déterminés par la loi. Si tu enlèves ce qu'il y a après la virgule, c'est terminé. La liberté d'expression, tu peux parler, en parlant, tu peux dire ce que tu veux. Si c'est écrit comme ça, il n'y a pas d'arbitraire possible. Après, tu vas peut-être pas être d'accord pour qu'on écrive ça comme ça, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, ça, c'est pour expliquer ce que c'est que l'arbitraire. Pour repréciser tout à la fois sur ce que tu disais, Christian, sur la cohérence, la clarté de l'écriture, et Guillaume, ce que tu disais au début, qui est d'importance aussi sur qui peut écrire la Constitution, ou même qui doit l'écrire. Je voudrais revenir alors d'une part sur le côté arbitraire de l'écriture, dans la mesure où la langue, elle est propre à une époque, à un peuple, dans son époque. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout de suite visible, mais le rédacteur de 1958, dans son esprit, le sens des mots n'est pas nécessairement celui du lecteur de 2022. Dans 50 ans, ce sera encore plus vrai. La différence, elle sera plus flagrante. Et dans 100 ans, ce sera encore plus flagrant. Alors, Richard, tu dis le sens des mots évolue, c'est-à-dire une constitution qu'on écrit en 1958, en 2022, elle est forcément pas claire ou pas précise parce que les mots évoluent. Oui, c'est une question intéressante. Alors, mais il faut donner des exemples. Alors, je dirais que, en première analyse, moi, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de mots qui aient évolué dans leur sens. Mais bon, j'attends qu'on me donne des exemples. Parce que là, tu énonces une espèce de règle théorique
il faut maintenant passer aux travaux pratiques. Et quand bien même, bon, on trouverait des mots qui évoluent, c'est le rôle de celui qui révise la Constitution, hein, c'est pas le référendum, le président de la République, le peuple, je ne sais pas, c'est le rôle de dire, attendez, dans la Constitution, là maintenant, il y a un truc qui est écrit, ça a été écrit il y a un siècle, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, personne ne comprend, il faut le réécrire. Bon, donc c'est le rôle, il y a un suivi, dans toutes les, comme pour les frigos, bon, il y a un suivi, il y a une maintenance, bon, voilà, une maintenance de la Constitution. Ensuite, je suis d'accord, oui, avec toi, Richard, ce que tu dis, que qui écrit la Constitution, peu importe, c'est pas ça qui est important, je suis complètement d'accord avec ça. Alors bon, ça fait déjà au moins 10 ans que je me coltine avec Étienne Chouard là-dessus. Une Constitution ne peut être légitime que s'il a été écrite par le peuple. Bon, on peut en parler, c'est un débat, mais en raccourci, hein, parce que, bon, en fait, on arrive au bout, là, en raccourci, je dirais que ce qui compte, c'est la façon dont elle est votée. Hein, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'écrire, peu importe, on s'en fout, un texte qui arrive, pourquoi pas de la planète Mars, et puis il est débattu, alors il y a un débat, attention, un débat non manipulé, suffisamment long, et puis il est voté, ben, formidable, il est voté de façon démocratique. Voilà. Donc c'est important, c'est comment c'est débattu et comment c'est voté. À mon avis, n'importe qui peut écrire une constitution. Ensuite, alors, l'arbitraire, l'injuste. Bon, là, je crois qu'on n'a pas fini le débat sur l'arbitraire, on n'a pas fini de... la définition de ces mots lourds de sens, comme arbitraire, alors on pourrait mettre dans pouvoir législatif, pouvoir exécutif, service public, capitalisme, libéralisme, intérêt général, bon, tous ces mots extrêmement polysémiques, bon, on va trouver dans le Larousse une définition, souvent deux, d'ailleurs deux. Bon, le capitalisme, il y en a 5 définitions dans le Larousse. Bon, alors, on prend le Robert, il va donner une définition un petit peu différente, le Littré, une définition un petit peu différente. Non, ce qui compte, c'est donner la nôtre. Alors, glossaire contradictoire, ça veut dire qu'avant de dire, voilà, groupe de renouvellement constitutionnel, voilà comment il définit l'arbitraire. Bon, mais attention, le groupe, il a étudié ce qu'a dit le Larousse, il a étudié ce qu'a dit le Robert, il a étudié un petit peu, et puis il dit, voilà, bon, de toute façon, il y a 5 ou 6 ou 10 acceptions nuancées différentes. Voilà ce que nous, on a écrit, on a pesé chaque mot. Voilà. Bon. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, je pense que ce n'est pas terminé, pour prendre le temps qu'il faut pour définir l'arbitraire, parce que c'est au centre de la réflexion sur la Constitution. Et il y a un paramètre qu'il faut manipuler avec extrêmement de précaution, c'est le paramètre juste. Arbitraire, on va pouvoir dire objectivement c'est arbitraire, parce que là, hein, par exemple, si on dit est arbitraire celui qui transgresse les règles, qui usurpe son droit parce qu'il est le plus fort, bon, pas oublier une chose, en passant, ça me vient en parlant, les constitutions, bon, c'est comme les traités de paix, et sont écrites par les vainqueurs. Les constitutions ne sont jamais écrites par les minorités, sont écrites par les vainqueurs. Hein, les traités sont écrits par les vainqueurs. Bon. Donc, c'est déjà, je dirais, un acte de prise de pouvoir, l'écriture d'une constitution. Alors, juste, qu'est-ce qui est juste? Moi, je ne sais pas ce qui est juste, j'en sais rien. Parce que ce que je vais considérer comme juste, celui d'à côté va trouver que c'est injuste. Voilà. Donc, pour définir l'arbitraire, je me semble qu'il faut s'appuyer sur d'autres concepts, d'autres notions que celui du juste. Voilà. Mais le débat, à mon avis, n'est pas clos. Je voudrais réagir aussi sur les 2 exemples que tu as donnés, Guillaume, démocratie et libéralisme, de dérive des mots. Alors c'est pas tout à fait pareil. Lorsqu'on parle de mots qui changent de sens dans la Constitution, c'est pas des mots conceptuels comme démocratie et libéralisme, parce que démocratie dans la Constitution, le mot il est très peu employé d'ailleurs. Il est employé simplement une fois ou deux pour dire que la Constitution est démocratique, c'est tout. Mais on ne définit jamais la démocratie. Bon. Et quant à dire que le sens du mot démocratie a changé, il n'a jamais été clair. Ou tout au moins, il était employé à toutes les sauces, et justement de façon arbitraire. Voilà. Bon, mais je ne pense pas que ça puisse s'appliquer au cas de figure intéressant
que pointait Richard, c'est-à-dire qu'il y a un article qui est écrit dans la Constitution qui n'est plus compréhensible aujourd'hui parce que le sens des mots a changé. Dans démocratie et libéralisme, c'est pareil. Bon, tu as fait un historique du mot libéralisme, c'est vrai, mais quand tu dis qu'aujourd'hui il y a l'acception, non, il n'y a pas d'acception générique. Il y a, disons, des acceptions triviales, c'est-à-dire celle qui est véhiculée par les médias, qui est entérinée par l'homme de la rue, ça. Bon, mais ensuite, il y a différentes. Bon, ce sont des mots extrêmement polysémiques. Où là aussi, alors nous, au Parti pour la précroissance, on a jugé qu'il était nécessaire qu'on ait un glossaire. Donc on a fait un glossaire précis. Hein, alors précis, ça veut dire que chaque mot, c'est 2 pages de définition. Hein. Voilà. Un glossaire contradictoire, c'est-à-dire en partant, le Larousse dit ça, le Robert dit ça, le pouvoir démocratique dit ça, etc., etc. Bon, les fachos disent ça, et voilà. Et nous voilà notre définition, qu'on donne. Donc, chaque fois qu'on tombe sur des mots comme ça extrêmement porteurs disons, du tiroir d'interprétation, je crois qu'il va falloir faire l'effort, oui, de donner notre définition, afin que chaque fois que dans un texte ou dans une communication orale, on emploiera le mot démocratie, on ait tous la même idée en tête. Parce que si, lorsque Richard prononce le mot démocratie, il met un certain sens dedans, et si lorsque moi je prononce le mot démocratie, je mets un autre sens dedans, évidemment, le débat perd beaucoup de son intérêt.